Bien, donc bonjour à toutes et à tous. Je me présente Thierry Caquet, je suis le directeur scientifique environnement d'INRAE et actuellement directeur par intérim du programme national de recherche Solubiode, Solutions fondées sur la nature. Et bienvenue ici à l'Embarcadère, un magnifique site que je découvre personnellement, mais qui me paraît effectivement très propice à la réflexion sur ces solutions fondées sur la nature. Et tout de suite, je passe la parole à monsieur Grégory Doucet, maire de Lyon, pour quelques mots d'accueil. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, permettez-moi de vous saluer tout simplement en vos noms, grades et qualités. La liste serait sinon trop longue, n'est-ce pas, cher Bruno ? En tout cas, chères participantes et chers participants, vous dire d'abord que je suis très heureux de pouvoir m'adresser à vous ce matin pour ce lancement du programme de recherche Solubiode. Alors, dans un premier temps, et je pense là à celles et ceux qui ont fait la promenade auparavant, dans un premier temps, en tant que président de la SPL Lyon-Confluence, puisque vous êtes ici sur le territoire de la Confluence, et que j'ai l'honneur, la chance de pouvoir justement présider cette ESPL qui nous permet de travailler à son aménagement avec, je crois que vous l'avez déjà un petit peu découvert, un certain nombre de solutions déjà fondées sur la nature. Mais rassurez-vous, je vous accueille aussi avec tout autant de bonheur en tant que maire de Lyon, bien évidemment. Je pense que, j'en suis sûr même que ces balades urbaines ont été pour vous riches d'enseignements. Alors, je n'ai pas pu les faire à vos côtés, mais quelque chose me dit qu'elles ont été un moment charnière pour cette journée. Vous dire aussi que la recherche est un élément majeur des transformations nécessaires pour préparer l'avenir des milieux urbains dans une perspective d'adaptation, assurément, j'y reviendrai, mais aussi de bien-être partagé. C'est ce qui m'habite en tant que maire, bien évidemment, d'abord et en premier lieu, le bien-être des habitantes et des habitants de la ville de Lyon, et également de santé pour toutes et pour tous. Alors, c'est évidemment vrai pour le secteur de la Confluence, que certains découvrent, je l'espère, avec ravissement, de par notamment son programme d'aménagement pionnier, les projets qui sont en cours, mais aussi les expérimentations qui s'y déroulent ou qui s'y sont déjà déroulées et qui font que la Confluence constitue un territoire que l'on peut considérer particulièrement fécond et même inspirant pour réfléchir aux solutions fondées sur la nature. Maintenant, en tant que maire, bien évidemment, je voudrais aussi vous dire que je me félicite que l'INRAE et le CNRS aient choisi de lancer l'EPE-PR Solubiode à Lyon. À mon sens, en tout cas je l'espère, cela ne doit rien au hasard. D'abord parce que nous constituons un site emblématique, connu et reconnu, notamment depuis que nous avons été élus capitale française de la biodiversité en 2019, eu égard au déploiement croissant dans notre commune et dans les communes environnantes de solutions fondées sur la nature. Ensuite, parce que Lyon est un territoire de premier plan pour ce qui est de la recherche sur ce sujet, avec une communauté de recherche en environnement qui est unique, qui a le mérite, qui plus est, de faire vivre de manière magistrale l'interdisciplinarité. Je pense, en le disant, à la fédération BioEnvie, comment en effet prétendre résoudre l'équation complexe des interdépendances entre santé humaine, santé animale et santé de l'environnement sans conjuguer les regards et les savoirs de manière optimale. Rien n'est jamais facile, mais Lyon fournit, je le crois, et j'en suis persuadé même, un écosystème très propice pour progresser dans ce sens. Le Living Lab, basé à Lyon, Antares, réunit 14 laboratoires de recherche, 5 établissements universitaires, dont Lyon 1, Lyon 2, Lyon 3, l'INSA et Vétagrosup, ainsi que 7 entités non académiques, telles que la ville de Lyon, l'ASPL Lyon-Confluence, mais aussi la ville de Villeurbanne, la métropole de Lyon, le CEREMA, Aegis, Arthropologia. Autant dire tout ce qu'il faut pour connecter et faire le lien entre les acteurs publics et la communauté des chercheurs, moyennant quoi nous pouvons nourrir de belles ambitions et de beaux espoirs. Ainsi, parmi nos premières actions en tant que ville de Lyon, nous aurons à cœur, au sein du Living Lab Antares, de contribuer au financement de thèses pouvant constituer des ressources pour les développements urbains de la ville. Et puis, bien sûr, nous remplirons notre rôle afin de participer à organiser, à diffuser, à faire connaître
à mettre en partage et à appliquer, à s'inspirer, bien évidemment, de tous les travaux. Je voudrais juste ajouter pour finir, et notamment en la présence de mon adjointe à la santé, que je salue, qui jouxte l'adjoint de la ville de Lyon à la biodiversité, à la nature en ville et à la condition animale. Je vous salue tous les deux. Donc je voudrais juste ajouter pour finir que l'amélioration de la santé, à côté de la place centrale que nous accordons aux réponses à apporter à la crise écologique, dont le changement climatique, représente à Lyon la toile de fond de notre plan de mandat. Au fondement d'ailleurs du contrat local de santé que nous avons co-construit avec de très nombreux partenaires, le premier axe a pour intitulé « La promotion de milieux de vie favorables à la santé », ce qui implique, première orientation, d'adopter une approche d'urbanisme favorable à la santé et, deuxième orientation, de favoriser une biodiversité adaptée au contexte urbain. Et je crois qu'ici, nous sommes au cœur du sujet. En tout cas, je pense que ta présence, chère Céline, en témoigne. Tous mes vœux de réussite à cet extraordinaire programme, à cet extraordinaire programme de recherche, ainsi bien évidemment qu'à toutes celles et tous ceux qui l'ont conçu, qui l'ont imaginé et qui désormais vont l'animer et qui s'apprêtent donc à le faire vivre. Un grand merci à vous. Merci, monsieur le maire. Et donc, je donne la parole maintenant à monsieur Pierre Athanase, vice-président de la métropole de Lyon, en charge de l'environnement. Et je vais commencer par excuser Bruno Bernard, le président de la métropole de Lyon, qui devait être avec nous aujourd'hui, qui a été retenu. Donc, vous avez face à vous une doublure. Et je vais essayer de faire au mieux. Mais en tout cas, une doublure qui s'intéresse réellement au sujet. Ce sujet-là, c'est vraiment quelque chose qui est au cœur vraiment de la délégation que j'ai le plaisir de piloter. Ce choix de travailler avec des scientifiques, c'est vraiment quelque chose de très très fort. On est passé vraiment d'une espèce de culture du bureau d'études, avec tout ce que ça peut avoir forcément d'intéressant en matière de réalisation très concrète, avec toutes les déviances qu'il peut y avoir lorsque ces bureaux d'études se prennent pour des chercheurs. Et le travailler maintenant avec le CNRS, de travailler avec le CEREMA, de travailler avec l'INRAE, nous apporte évidemment déjà beaucoup. Et ça, j'en suis particulièrement... J'y porte une attention tout à fait particulière. Après, effectivement, ce que disait le maire de Lyon, d'avoir retenu Lyon et les communes de Lyon, je représente la métropole, et effectivement, quand on parle de nature en ville, il y a effectivement ce qu'on a vu, on est sur le cœur de Lyon, le cœur historique, avec tout ce qu'il y a pu y avoir, mais la nature en ville, c'est Vaux-en-Velin, c'est Rieux-la-Pape, c'est Saint-Priest, avec des sites complètement différents, pourtant urbanisés, avec des densités de population qui sont très très fortes. C'est également, sur la métropole de Lyon, 51% du territoire qui est urbanisé, donc 49% qui ne l'est pas, avec quelques milieux plus ou moins naturels, certains assez intéressants, des milieux agricoles, avec certains endroits, une agriculture malheureusement assez intensive, assez impactante. Et assez régulièrement, quand je suis sur ces communes de l'Est et quand je rencontre notamment les agriculteurs, je leur fais remarquer que l'indice de Canopée, qui est pour moi le baromètre, enfin c'est mon baromètre en tout cas, est moins bon dans la plaine agricole de Saint-Priest, de Fézin, de Quincieux, que dans le centre-ville de Lyon ou de Villeurbanne. On arrive un petit peu à des aberrations. Et si on veut effectivement retrouver de la nature dans nos villes, et je parle bien des villes, des cœurs urbains, il faut absolument qu'on arrive à la reconquérir sur ces espaces-là. On ne peut pas travailler sur des petits îlots, il faut absolument qu'on ait un ensemble qui soit cohérent. 58 communes, 1 400 000 personnes, c'est un challenge, avec des aires qui ont des types de protection qui sont quelquefois assez légers, mais sur l'intégralité de nos espaces naturels sensibles, les ENS, il y en a 18 en tout, sur la métropole. Maintenant, 17 ont un plan de gestion et le 18e arrivera à la fin de l'année, ce qui fait que par rapport aux critères du ministère de la Transition écologique, on passe dans une protection dite haute, mais qui n'est pas suffisante
Et c'est pour ça que tout récemment, on a annoncé la création d'un réseau de 4 réserves métropolitaines de nature pour avoir des espaces vraiment dédiés à des espèces naturelles. Et on a inauguré, il y a 15 jours de ça, une friche urbaine sur Saint-Priest qui va être sur les 3/4 dédiée complètement à des espèces typiques, Eudicnem criard, Crapocalamite, et sur un tiers de l'espace, un espace plutôt pédagogique tourné sur l'éducation à l'environnement. Donc, encore une fois, quand on parle de nature en ville, on est sur des projets qui sont très différents, qui sont très complémentaires et qui doivent être complètement liés à ces territoires agricoles et à ce qui nous reste d'espace naturel. Alors, je suis sorti complètement du texte que le cabinet m'avait gentiment donné, mais j'espère que ça vous intéresse autant que moi, ça peut m'intéresser et me motiver. On est vraiment là au cœur même de la lutte qu'on essaye de faire sur l'effondrement de la biodiversité et sur le dérèglement climatique, à savoir ces canicules dont je vous ai parlé tout à l'heure juste avant le début de la visite, où vraiment les épisodes caniculaires sont vraiment devenus une véritable préoccupation et une véritable peur pour la population. Et c'est pour ça qu'on a changé complètement nos façons de planter, nos façons de végétaliser, de façon à essayer, en même temps qu'on va gagner de la biodiversité, de regagner de la température, enfin de perdre de la température en l'occurrence. Mais quand on arrive à gagner 4 degrés, voire 7 degrés dans les épisodes climatiques, on est effectivement dans quelque chose que la population attend forcément. Et c'est d'autant plus bénéfique pour moi que lorsque je supprime des places de stationnement pour végétaliser, tout le monde est d'accord. Quand mon collègue qui s'occupe de la mobilité supprime des places de stationnement pour faire des pistes cyclables, il y a un tollé. Donc on a vraiment un sujet tabou, mais ce n'est pas spécifique à Lyon et à sa métropole, c'est vraiment sur toutes les villes. On a le sujet tabou de la bagnole qui reste effectivement le frein. Tout le monde est d'accord pour que ça aille mieux, qu'on apporte des solutions, mais que chacun puisse continuer à rouler avec sa voiture, qu'elle soit petite, grande, électrique ou diesel. Voilà. Merci beaucoup en tout cas et j'espère vraiment que cette collaboration va être très très longue et très fructueuse. Merci Monsieur le Vice-président. Je vais appeler maintenant Martine Ossart à me rejoindre sur scène puisque nous allons faire un duo pour vous présenter plus dans le détail le programme Solubiode. Bien, donc je pense que le décor a été assez bien planté avec ces 2 présentations liminaires sur effectivement la manière dont on peut combiner à la fois la vie, les activités humaines et l'environnement. Et donc, on va vous présenter avec Martine Ossart du CNRS le programme national de recherche sur les solutions fondées sur la nature. Alors on a 12 minutes pour le faire, donc je mets mon minuteur, c'est très précis. Alors quelques mots sur la présentation générale de ce programme qui est effectivement... on va dire qu'il tombe à pic, je pense peut-être qu'il tombe un peu tard, mais en tout cas qui est vraiment bienvenu à une époque où on est globalement, qu'on soit scientifique, qu'on soit citoyen, qu'on soit porteur de politique publique, convaincu qu'il faut des changements transformateurs dans la société pour répondre à des énormes enjeux qui sont des enjeux concernant les crises climatiques et leurs impacts, y compris sur la santé des citoyens, les problèmes de biodiversité et puis cette connexion entre crise climatique et crise de la biodiversité qui font que beaucoup d'activités humaines qui reposent consciemment ou inconsciemment sur la biodiversité sont fortement menacées et qui nécessitent des transformations profondes pour aller vers des modes de vie beaucoup plus soutenables. Alors traditionnellement, pour affronter ces questions, notamment les questions d'aménagement, les questions de lutte contre des calamités naturelles comme les inondations, on a recours à de l'ingénierie, on va dire classique. Ce sont des solutions qui sont plutôt focalisées, qui sont plutôt génériques. On va construire des ouvrages, par exemple, de protection contre les inondations, contre les chutes de blocs. En général, peu résilientes et en général peu durables. La durabilité étant vue ici sous le triple axe de la durabilité environnementale, économique et sociale. Et donc, les solutions fondées sur la nature apparaissent comme une opportunité pour développer des solutions plus systémiques, qui soient plus adaptables aux contextes locaux, résilientes par rapport à un changement environnemental qui va se poursuivre, notamment le changement climatique, et qui soient co-construites avec les acteurs des territoires.
Et dans ce cadre-là, on a vraiment besoin de développer des approches de protection, de restauration et de gestion des écosystèmes avec une double ambition. Première ambition, c'est relever ça a été dit dans les introductions, des différents défis sociétaux. On a parlé de la santé, mais on pense beaucoup au changement climatique, régulation des chocs thermiques en ville, la gestion des risques naturels, tout un ensemble d'enjeux sur lesquels nos sociétés sont clairement actuellement en déficit de solutions durables. Et il faut, dans le même temps, ménager des impacts positifs sur différents plans. Des plans sociaux, environnementaux, économiques, et puis ne jamais oublier que les solutions fondées sur la nature, il faut envisager dès le départ, et c'est vraiment le sous-jacent, le co-bénéfice pour la biodiversité, je devrais dire les biodiversités, qu'elles soient microbiennes, végétales, animales. Et c'est un enjeu que beaucoup d'acteurs commencent à appréhender, qu'il s'agisse de collectivités, qu'il s'agisse d'établissements publics, de gestionnaires d'espaces naturels, on s'en rend compte, d'associations, d'entreprises, mais aussi de citoyens qui sont attentifs et en attente de réponses concrètes. Alors, sur un petit élément de sémantique, parce qu'on utilise parfois le mot solution fonctionnelle à la nature pour parler du velcro, par exemple, ou d'architecture bio-inspirée. On insiste bien dans ce programme national, on ne parle pas de biomimétisme. Là, vous avez un exemple de projet architectural à Singapour, c'est très bien, mais le coût-bénéfice pour la biodiversité, il n'est pas forcément immédiatement visible. Donc, on est vraiment sur des processus qui sont basés sur le fonctionnement des écosystèmes et sur l'interaction entre écosystèmes et sociétés humaines, ce qu'on appelle les socio-écosystèmes. C'est vraiment l'écologie, les processus écologiques qui sont à la base de nos approches. Et dans ce cadre-là, le programme national de recherche, donc Solutions fondées sur la nature, copiloté par INRAE et le CNRS, s'inscrit dans la stratégie d'investissement France 2030, une durée de 9 ans, un budget total d'un peu plus de 44 millions d'euros, pour vraiment contribuer à faire émerger, à structurer au niveau national, avec une ambition européenne, voire mondiale, une communauté de recherche sur ces questions, que l'on considère comme prioritaire, bien sûr au niveau national, mais aussi au niveau international, avec toujours ce prisme de l'impact sociétal qui doit être sous-jacent à nos activités de recherche. Alors on ne part pas de rien, il y a beaucoup de recherches en environnement, en sciences de l'environnement, en écologie, en biologie évolutive. En France, on a des hotspots d'excellence. Et les recherches sur les SFN en tant que telles par la communauté académique sont encore à leur début. Alors vous avez une courbe qui montre l'accélération des publications sur le sujet, mais c'est très récent, 2015-2016 au début, ça s'accélère. Et finalement, la communauté de recherche française, jusqu'à maintenant, a été un tout petit peu en retrait, a fait toutes les briques de base pour être très performante sur les solutions fondées sur la nature, mais le sujet lui-même n'a pas été abordé dans toute sa complétude. Et donc on a défini un programme avec 4 grands enjeux. Le premier est d'analyser le rôle de la diversité génétique et des processus évolutifs dans le développement des solutions fondées sur la nature. Le second, sur l'intégration dès le départ des processus sociaux en termes de définition des objectifs, de gouvernance, vraiment des recherches interdisciplinaires sur le sujet. D'évaluer la performance de ces solutions fondées sur la nature. On le disait dans la déambulation, des solutions qui, sur le court terme, peuvent paraître idéales, à long terme, peuvent s'avérer moins performantes. Donc, il faut accompagner le déploiement des solutions fondées sur la nature d'une évaluation de leur performance. Et puis, il nous faut se projeter dans un univers incertain, mais qui est l'avenir qui est devant nous, avec des scénarios de changement climatique peut-être en accélération, peut-être des événements qu'on appelle des tipping points, des points de basculement des écosystèmes qui font que ce qu'on imagine à l'heure actuelle suffisant ne le sera plus peut-être dans la décennie prochaine. Et pour faire ça, on avait besoin vraiment d'un programme transformateur, une vision systémique pour à la fois orienter la recherche vers des solutions beaucoup plus intégrées, comprendre toutes les dimensions biologiques sous-jacentes, mais aussi dans le domaine des sciences humaines et sociales sur la définition et le déploiement des solutions fondées sur la nature. Et puis, très important pour nous dans ce programme, c'est tout ce qui est l'information, l'éducation au SFN et finalement la formation à la fois initiale, mais aussi continue tout au long de la vie pour les acteurs des sociétés. Et pour répondre à ça, eh bien, on a un programme organisé en différents défis et d'actions, et je passe la parole à Martine. Donc, pour ce programme Solubiot, donc on l'a imaginé avec Xavier donc, au moment de sa création en 12 actions qui vont donc avoir pour but d'améliorer les connaissances, puisque Xavier le disait, on manque de connaissances, en tout cas dans la société de recherche française, et
permettre le déploiement de ces solutions fondées sur la nature sur l'ensemble du territoire français. Donc sur les 3 défis que Thierry vous a présentés, on a redivisé donc les différentes actions. Donc il y a d'abord la toute première action, c'est de recenser, c'est de savoir où sont justement les acteurs des solutions fondées sur la nature, que ce soit au niveau académique et au niveau non académique sur les gens qui travaillent sur le terrain. Communiquer, donc Thierry en a parlé, on parle beaucoup de solutions fondées sur la nature sans trop savoir exactement ce qu'on fait, donc on a un gros effort de communication. On va aussi, donc on en a vu un exemple ce matin, créer des Living Labs, on a prévu d'en créer 11, et vraiment ce programme sur les Living Labs va être la charnière, vraiment le programme démonstrateur qui va montrer comment les solutions fondées sur la nature marchent, comment on peut les améliorer, comment on peut aller plus loin dans cette dynamique. On aura aussi donc un projet qui va nous permettre d'équiper les gens qui travaillent sur les solutions fondées sur la nature, mais évidemment sur des équipements innovants. C'est pas pour acheter le dernier petit thermomètre pour savoir si la température monte, c'est vraiment trouver des nouveaux équipements qui vont permettre donc de travailler sur ces solutions fondées sur la nature. Et donc, évidemment, on a ces défis scientifiques que Thierry vous a présentés. Donc, autour de ces défis scientifiques, on va créer ce qu'on appelle des knowledge hubs, parce que c'est notre langage de scientifique, mais c'est des centres de synthèse où on va mettre les chercheurs tous ensemble avec des fois des practitioners. On va les enfermer dans une pièce pendant au moins une semaine et on va les faire réfléchir sur les questions émergentes parce qu'il n'y a pas beaucoup de théories, en tout cas sur à la fois l'évolution, l'adaptation, les changements autour de ces solutions fondées sur la nature. Donc on retrouve les 4 défis fondamentaux présentés par Thierry, donc à la fois la génétique, l'évaluation, le rôle des SHS dans les solutions fondées sur la nature et évidemment leur évolution sur le long terme. Et enfin, donc, on va consacrer une grosse partie justement à la diffusion et au transfert des connaissances, que ce soit donc dans le milieu universitaire classique, comme beaucoup d'entre nous sont ici présents. Donc on va aider les universitaires à mettre en place des cours ou des diplômes universitaires autour des solutions fondées sur la nature. On va aussi travailler avec les gens qui font de la formation professionnelle. On va peut-être pas se transformer en formateur professionnel parce que bon, on n'a pas appris ça, mais on va vraiment travailler avec eux pour faire des dynamiques ensemble. Et un autre point important, puisqu'on a à chaque fois, les SFN, c'est vraiment localisé, régionalisé. Ce qu'on veut créer dans 2-3 ans, c'est des centres d'expertise régionaux, un peu à la façon des Grecs pour le changement climatique. On voudrait qu'il y ait des centres d'expertise régionaux autour des solutions fondées sur la nature. Il ne veut pas. Ah, c'est long, tu m'as dit. Et donc, les terrains d'action, donc c'est la France, y compris l'outre-mer. On aura des Living Labs en outre-mer. Et au début du programme, avec Xavier, on a réfléchi donc, dans quel milieu on allait travailler. Donc, on a décidé de travailler, parce qu'on ne pouvait pas se disperser dans toutes les directions, on a décidé de travailler sur 4 milieux. Les SFN en milieu côtier, les solutions fondées sur la nature dans les aires protégées, puisque les aires protégées sont considérées comme des solutions fondées sur la nature, mais il fallait bien voir comment elles allaient apporter des éléments aux solutions fondées sur la nature, est-ce qu'elles en étaient vraiment et comment on pouvait les améliorer, puisqu'on est aussi dans une dynamique politique où on va augmenter le nombre de ces zones protégées. Donc c'est important de savoir si on peut les classer parmi les solutions fondées sur la nature. Les SFN en milieu urbain, c'est pas la peine avec tous les discours qu'on a eus et les visites que vous avez faites juste maintenant de vous convaincre que les SFN, les solutions fondées sur la nature en milieu urbain, c'est hyper important. Et les SFN, donc les solutions fondées sur la nature en milieu agricole, avec cette interface milieu agricole et milieu naturel, et comment se font les échanges, que ce soit les échanges de pollinisateurs ou autres porteurs de biodiversité. Alors, je vais faire trop vite. Donc, comme tout PEPR, donc on a construit le programme autour de projets stratégiques, donc qui ont été décidés par les porteurs de projets en collaboration avec les tutelles. Donc, on va créer ces Living Labs, donc il y en aura donc 11 pour l'instant. On va donc avoir ce projet qui va permettre d'équiper. On va avoir ces centres de synthèse. On va aussi aider les universités qui voudront vraiment s'engager dans les solutions fondées sur la nature à recruter des chaires internationales dans des domaines
qui manquant, en tout cas dans les expertises françaises. On va créer donc ces fameux hubs régionaux d'expertise. On va avoir aussi un projet sur les clusters de doctorants, c'est-à-dire qu'on ne veut pas éparpiller des doctorants dans toutes les universités partenaires, mais on voudrait vraiment avoir plusieurs doctorants qui travaillent autour d'une même question, mais avec des backgrounds complètement différents. Et enfin, donc je le disais tout à l'heure, on va aider donc les universitaires à lancer des programmes de formation, que ce soit donc universitaires ou professionnels. Et enfin, comme beaucoup de chercheurs l'attendent, donc on va aussi avoir des appels à projets. Donc on va lancer prochainement donc, un appel à projets pour soutenir des projets de recherche collaboratifs, on assiste, sur les 4 grands enjeux scientifiques qu'on vous a démontrés. On va, dans 3 ans plus tard, relancer donc, un nouvel appel à projets pour soutenir cette recherche fondamentale et en appui avec les partenaires privés sur les grands fronts de la recherche liés aux solutions fondées sur la nature. On va, dans 3-4 ans, soutenir aussi la création de nouveaux Living Labs. On va ouvrir un appel aussi pour, plutôt dans 4-5 ans, sur les challenges. Donc, c'est vraiment orienté sur l'innovation. On espère, là, on est au début des solutions fondées sur la nature, mais on espère vraiment, dans 3-4 ans, proposer vraiment des programmes sur l'innovation. Et enfin, on va aider les chercheurs qui voudront créer des réseaux qui vont leur permettre de passer à l'Europe et de présenter des projets européens. On a une équipe dynamique qui vous a permis aujourd'hui de créer cet événement qui est magnifique. Donc avec Laetitia qui a été recrutée comme responsable du programme, Guillaume qui est le chargé. Ils sont en train de causer. Guillaume, le chargé de communication. Et malheureusement, on a aussi recruté quelqu'un. L'interface sciences et société est vraiment très importante. Donc, on a pensé que ce n'était pas toujours le boulot des directeurs et que vraiment, c'était une spécialité, qu'il fallait quelqu'un qui sache justement comment on prenait en main ces relations sciences-société. On a recruté Charlotte, qui a une grosse grippe et qui, après avoir aidé tout le monde à tout préparer, ne pourra pas être parmi nous. Et puis, on a des chargés de gestion administrative et financière dans nos organismes. On a créé un site Internet, je vous invite à le consulter. Et enfin, aujourd'hui, je peux vous annoncer les prochaines journées scientifiques de Solubiode qui auront lieu à Montpellier les 9 et 10 octobre 2024. Inscrivez tout ça dans votre agenda, ça y est, c'est calé, l'amphi est réservé, on a tout ce qu'il faut. Ce sera à l'Institut botanique de Montpellier et c'est magnifique. Et là. Merci beaucoup, Martine. Je vais récupérer la zapette. Et donc maintenant, j'ai le plaisir d'inviter Antoine Petit, PDG du CNRS, à prendre la parole. Bonjour à tous et à toutes en vos grades d'égalité, comme ça a été dit tout à l'heure. Moi, je suis très heureux d'être là parce que, en fait, je dois tout vous avouer, je suis un serial lanceur de PEPR, puisque le CNRS a le plaisir de piloter ou de copiloter 34 PEPR. Donc, je ne les ai pas tous faits, mais j'en ai quand même fait un certain nombre. Et à chaque fois, c'est comme un grand plaisir de voir la variété des sujets et, au fond, l'importance qu'on accorde à la science. Et j'en profite pour passer un petit message politique. C'est que là, vous avez vu qu'on a eu un petit coup de rabot et qu'on en annonce des suivants. Je trouve qu'il ne faudrait pas, je ne fais de procès d'intention à personne, mais il ne faudrait pas que le rabot soit inversement proportionnel à notre capacité à aller dans la rue. Les chercheurs, on n'a jamais été très bons pour ça. Néanmoins, on a besoin de science, on a besoin de recherche, et faire l'impasse sur la science, faire l'impasse sur la recherche, ça serait faire l'impasse sur le futur. Et je pense qu'il faut se méfier de ça. Pensons à long terme, et je pense que les PEPR en général en sont un excellent exemple de montrer à quel point on a besoin de science, on a besoin de recherche. Donc je ne vais pas vous parler des 34 PEPR qu'on pilote ou copilote. Quelques mots sur celui qui nous réunit aujourd'hui. Alors je ne vais pas me transformer en spécialiste puisque vous avez très bien présenté le contenu, mais quelques messages. D'abord, un premier message, c'est qu'on est ravis de piloter ce PEPR avec l'INRAE, avec Philippe. J'en profite encore pour faire passer un autre message, c'est que ça ne serait pas une source de simplification, contrairement à ce qu'on pourrait croire, de dire il faut absolument qu'il y ait un organisme qui pilote chaque PEPR, ça serait juste de la bureaucratie.
Et je pense qu'il se trouve que le paysage français est riche et qu'on a des compétences complémentaires. Et le fait qu'on copilote ce PEPR avec Philippe et l'INRAE est quelque chose d'extrêmement positif. Et on le copilote avec plein d'autres, ça a été dit, mais je voudrais vraiment saluer nos collègues, que ce soit de l'IFREMER, du MNHN, de l'AMU, de Sorbonne Université, de Grenoble-Alpes, de Montpellier, et bien sûr les collègues de Lyon, Frédéric, j'ai vu passer Nathalie tout à l'heure. Je crois que c'est tous ensemble qu'on arrive à construire ce projet, et c'est parce qu'on arrive à travailler tous ensemble qu'on est efficace. Et que voilà. Et donc ne remplaçons pas simplification par bureaucratie, ça ne serait pas, de mon point de vue, une bonne idée. Je pense qu'il y a une particularité de ce PEPR, hein, c'est vraiment ce qui a été expliqué là, et la visite qu'on a faite ce matin l'illustre, c'est ce lien avec la société, au fond. Et ça, je crois que c'est quelque chose qui est extrêmement important. Ce lien avec la société, il est souvent présent dans les PEPR, mais peut-être pas avec comme partenaire des collectivités territoriales. Et ça, je crois que c'est vraiment intéressant. Et c'est Living Lab, ou je ne sais pas comment il faut dire, Living Lab en bon français, sont un bon exemple. On a eu le plaisir d'en découvrir un ce matin. Ce qui est assez fascinant, c'est de voir qu'ils vont de la Guyane, et j'étais la semaine dernière à visiter les mangroves, jusqu'aux Alpes en passant par les villes. Et je crois que c'est vraiment des exemples assez emblématiques d'endroits où on voit encore une fois à quel point la science est au service de la société, mais à quel point on a besoin d'interaction, chacun dans ce rôle. Hein. Donc j'ai entendu tout à l'heure le vice-président qui ne voulait pas que les bureaux d'études se transforment en chercheurs, et je suis assez d'accord avec ça. Il ne faut pas non plus que les chercheurs et les chercheuses se prétendent être des bureaux d'études. C'est chacun son job. Nous, on est là pour apporter des connaissances. On n'est pas là pour prendre des décisions politiques, mais on est là pour éclairer les débats. Et je crois que ces Living Labs sont absolument essentiels de ce côté-là. Après, les chiffres ont été donnés, hein, 44 millions d'euros, un petit peu plus, c'est quand même une somme tout à fait conséquente. Sur 9 ans, c'est-à-dire qu'on va s'inscrire dans la durée, et ça je crois que c'est vraiment important. Je crois que ces programmes n'ont un sens que si on s'inscrit dans la durée. On ne va pas résoudre tout en quelques instants. On voit bien que la mise en œuvre en particulier de solutions fondées sur la nature en l'occurrence, mais prend du temps, et je crois que ces PEPR sont un merveilleux exemple. Et j'en profite pour saluer Bruno Bonnel, Monsieur France 2030, c'est comme ça qu'il faut dire maintenant. Je crois que ces ensembles de programmes sont absolument merveilleux. Donc pour le moment, tu n'es pas là quand je disais tu n'as pas encore été touché par le rabot. J'espère que tu ne seras jamais touché par le rabot. Je ne parle pas de toi personnellement, ça ne me regarde pas. Mais c'est ça, le rabot, c'est fini déjà, c'est trop tard. J'aurais pas osé. Mais l'argent qu'on va avoir, et je pense que c'est important aussi, ça je sais que ça va être plus compliqué, mais qu'on trouve aussi de l'argent pour France 2040, France 2050. On en a besoin. Il y a encore un certain nombre de sujets qui, malheureusement, n'ont pas pu être traités. On a vraiment besoin de ça et de s'inscrire dans la durée. Ça, je crois que c'est quelque chose d'absolument fondamental. Et encore une fois, 44 millions d'euros sur 9 ans, ça nous permet de s'inscrire dans la durée. Voilà, donc merci à tous et à toutes. Et un merci spécial, bien sûr, à Martine et Thierry. Une pensée, bien sûr, pour Xavier aussi, même si je ne le connais pas personnellement, mais j'ai compris le rôle qu'il avait joué et l'accident très tragique qu'il a subi. Et puis, je finis par une mauvaise nouvelle, contrairement à d'habitude, c'est qu'en fait, maintenant, ça y est, le boulot va commencer. Donc, c'est juste un lancement. Hein, donc là, toutes celles et ceux d'entre vous qui sont là, en étant ravis de faire partie de ce programme, d'abord, merci très sincèrement à chacun d'entre vous. Et il n'y a plus qu'à. Mais je suis sûr que, vu ce qui a été présenté, c'est quelque chose qui va bien marcher. Et je voudrais finir par un dernier mot sur ce qui, pour moi, un des grands avantages de PEPR. Je sais que les avis peuvent être partagés. C'est qu'on distribue une bonne partie de l'argent de façon top-down, sous la responsabilité des porteurs scientifiques. Et que l'appel à projet, c'est quand même pas l'alpha et l'oméga du soutien à la recherche scientifique. Il faut un bon équilibre entre les deux. Et on a l'ANR, je salue Stéphanie, qui, même si ça ne se voit pas, était un peu plus raboté que Bruno, malheureusement. Donc, l'ANR qui est un élément clé dans le dispositif. Mais l'ANR est là pour faire des appels à projets. C'est très bien qu'en complément, on ait des PEPR où on sache prendre nos responsabilités d'établissements majeurs, autonomes et vaccinés, et de dire, ben voilà, les Living Life, il faut être là, les bons... Voilà, je pense qu'il y a une vraie complémentarité. C'est aussi, de mon point de vue, un grand avantage des PEPR. Et on l'a vu dans la présentation que vous avez faite, que vous avez bien sûr su prendre ces responsabilités. Donc merci, bravo et bon courage à chacun et chacune d'entre vous.
Merci Antoine. Donc j'invite maintenant Philippe Mauguin, PDG d'INRAE, à prendre la parole. Merci Thierry, bonjour à toutes et à tous, mesdames et messieurs les élus, les partenaires, les collègues. Je suis très heureux également, vous l'imaginez, d'être avec vous dans ce magnifique site des Confluences pour lancer avec Antoine, avec Bruno Bonnel, avec les porteurs de projet, ce PEPR. Je voudrais commencer, on a un petit peu parlé de lui, mais sans être trop long quand même, en dire un peu plus sur le rôle décisif que notre collègue Xavier Leroux a eu dans la conception et la préparation de ce magnifique programme, avec Martine évidemment depuis le début. Voilà, un grave accident de santé nous prive de sa présence aujourd'hui. Le choix, y compris du site de Lyon, je pense qu'on l'avait fait aussi beaucoup avec lui, cette ville chère à son cœur, où il met en pratique une recherche interdisciplinaire. Et donc le fait qu'on le lance ici, malgré ça, malgré cette mauvaise nouvelle, c'est une façon, je crois, collectivement de lui témoigner, ainsi qu'à sa femme et à sa famille, notre soutien. Donc quelques mots pour ceux qui ne le connaîtraient pas sur son travail, parce que ça illustre aussi, au-delà de l'hommage que je voulais lui rendre, assez concrètement ce que va apporter ce PEPR. Xavier est un spécialiste de l'étude des relations entre la biodiversité, on l'a compris, le fonctionnement des écosystèmes, les services associés. Et il a publié, on a vu la courbe des publications que tu nous présentais, Thierry, qui monte. Et en 2015, donc c'était les moments où ça démarrait, un et des papiers fondateurs sur les solutions fondées sur la nature. Et il a porté aussi, vous le savez, pour ceux d'entre vous qui êtes dans la communauté scientifique, le programme européen Biodiversa, qui est et qui reste un endroit aussi très structurant, parce qu'on parle des PEPR et c'est majeur, mais évidemment on est dans une recherche nationale, France 2030, mais aussi dans des défis qui se font au-delà de la France, et donc c'est important qu'on ait des formes de cohérence et de continuité entre ce qu'on fait dans les PEPR et ce qu'on va faire aux échelles de l'Europe et du monde. Donc Biodiversa que Xavier a créé est une magnifique initiative pour structurer l'espace européen de recherche. Et le modèle d'ailleurs qui a été utilisé dans Biodiversa pour mobiliser les parties prenantes dans ces recherches participatives est reconnu par la Commission européenne et par tous nos collègues comme étant une réussite de Biodiversa, et c'est aussi ce qu'on fait, vous l'avez compris, comme un point clé du PEPR Solubion. Alors le projet, je ne veux pas redire ce qui a été très bien dit à la fois par les élus, que je remercie, le maire de Lyon et puis le vice-président de la métropole, qui ont offert à nos chercheurs historiquement ces magnifiques terrains de jeu que sont les territoires qu'on a pu voir, et le programme, le plan d'action Terre fertile. On voit aujourd'hui que c'est important, les solutions fondées sur la nature, pour l'adaptation et l'atténuation, mais aussi pour l'atténuation dans les territoires urbains qui sont très touchés. Nous, en tant qu'INRAE, on est aussi bien sûr très concernés par l'agriculture et sa transition climatique, agroécologique, malgré la crise qui secoue le monde agricole au niveau européen. J'allais dire que pendant la crise, l'accélération du dérèglement climatique continue. Pendant la crise économique, l'effondrement de la biodiversité ne s'arrête pas. Et donc, on ne peut pas mettre à l'arrêt, évidemment. Au contraire, il faut accélérer nos recherches sur la transition agroécologique. Et dans la transition agroécologique et climatique des agricultures, qu'elles soient très classiques ou périurbaines, les solutions fondées sur la nature vont jouer un rôle important. On l'a moins développé ici, mais c'est très, très important. Et ça sera intéressant d'ailleurs de voir les transversalités, les échanges qu'il pourrait y avoir de pratiques entre ces différents living labs et ces différents territoires qui peuvent être côtiers, urbains ou ruraux et agricoles. Voilà, c'est toutes ces raisons qui font que ce programme, Bruno Bonnel, les ministres qui vont s'exprimer ensuite, qui ne pouvaient pas être là, on va entendre des petites capsules vidéo, que je remercie, ainsi que France 2030 et le SGPI, de nous avoir soutenus. C'est pour toutes ces raisons que ce PEPR, nous aussi, on en a un petit peu moins que le CNRS, mais on en a quand même pas mal, y compris d'autres d'ailleurs en copilotage avec le CNRS. Dans toute la panoplie de ces programmes prioritaires de recherche, celui-là, il prend une place particulière. Et je pense que c'est aussi le lien aux collectivités locales, le lien aux parties prenantes qui est poussé vraiment à un niveau très élevé. Et donc, ça va aussi être une expérience, je pense, profitable. On pense évidemment dans tous les PEPR au transfert. En général, c'est avec les acteurs socio-économiques. Et là, on va devoir penser des transferts, des formes d'inspiration. On ne pourra pas financer
tous les territoires métropolitains. On parlait de la bonne ville du Havre tout à l'heure avec Bruno Bonnel, qui a aussi certainement des choses à faire pour progresser en matière de solutions fondées sur la nature. Donc on ne pourra pas faire ça dans toutes les métropoles de France. Donc la question des retours d'expérience sur les 11 Living Labs que vous allez co-animer pour qu'on puisse ensuite diffuser, partager, sera un enjeu décisif. Donc merci à tous nos collègues, Antoine l'a dit, merci à l'IFREMER, à l'IRD, au Muséum, à l'Université Aix-Marseille, à l'Université Claude-Bernard Lyon 1, à l'Université Grenoble-Alpes, l'Université de Montpellier, l'Université Paris-Sorbonne, le CEREMA, les partenaires publics et privés. Des fois, on veut opposer les organismes nationaux de recherche et les universités. Il n'y a vraiment pas de raison. On est tous réunis dans l'équipe France pour faire avancer la recherche au service du bien commun. Merci à toutes et tous. Merci Philippe. Et donc, tu as évoqué les ministres. On va passer la parole maintenant à Mathilde Loury du ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires, et coordinatrice, toute nouvelle coordinatrice de la stratégie nationale biodiversité. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous en vos grades et qualités. Je vous remercie d'avoir invité la direction de l'eau et de la biodiversité du ministère de la Transition écologique au lancement de ce PEPR Solutions fondées sur la nature. Et voilà, je représente très modestement effectivement la direction de l'eau en tant que coordinatrice de la stratégie nationale biodiversité. Et je suis particulièrement heureuse d'être présente, car j'étais jusqu'à vendredi dernier coordinatrice d'un projet national de mobilisation des acteurs sur les solutions fondées sur la nature pour adaptation au changement climatique. Et je remercie la métropole de Lyon pour les balades inspirantes de ce matin. Effectivement, capitale française de la biodiversité 2019. Voilà, on a vraiment besoin de collectivités qui montrent des exemples concrets et des collègues sur le terrain qui sont extrêmement enthousiastes et motivés. Je remercie bien sûr les organismes pilotes, CNRS, INRAE, et puis en particulier Martine, Thierry et Xavier d'avoir œuvré à monter ce projet. Effectivement, il y a beaucoup de boulot à partir de maintenant, mais il y en a eu aussi beaucoup, j'imagine, pour monter le projet. Et face aux enjeux de la transition écologique, il faut aujourd'hui apporter une réponse politique. On l'a vu encore une fois avec les exemples de ce matin et la volonté politique des élus de Lyon et de la métropole. On le voit aussi partout en France avec la territorialisation de la planification écologique via les COP régionales. Mais il faut également, bien sûr, une réponse scientifique. Et c'est pour ça que ce PEPR sur les solutions fondées sur la nature va être extrêmement structurant pour la communauté de recherche autour de cet enjeu. On a vu qu'il y avait beaucoup de défis qui ont été présentés par Martine. Et donc, c'est un défi notamment en termes de transfert de connaissances qui répond à une demande forte des parties prenantes. Alors, les solutions fondées sur la nature, donc on l'a dit, ce sont des actions de préservation, restauration, gestion durable des écosystèmes. Donc, c'est évidemment un enjeu fort pour la direction de l'eau et de la biodiversité dans toutes ces politiques, et notamment dans la stratégie nationale biodiversité, et plus particulièrement dans ces actions de lutte contre les pressions et de préservation. Souvent, on associe SFN à restauration, renaturation, ce qui est le cas, est très important dans des territoires très anthropisés, mais il ne faut pas oublier la lutte contre les pressions très en amont, et c'est pour ça que voilà, il y a un axe dédié à cet enjeu dans la stratégie nationale biodiversité. Et donc les SFN sont finalement complètement intégrés dans la stratégie nationale biodiversité, même s'ils ne pouvaient pas, en cherchant le mot SFN, le trouver forcément partout, mais c'est vraiment au cœur de cette stratégie. Mais bien sûr, les solutions fondées sur la nature ont pour intérêt de répondre efficacement à d'autres enjeux. On en a beaucoup parlé, l'adaptation au changement climatique, l'atténuation, la santé, la sécurisation en approvisionnement en eau potable, la sécurité alimentaire. Et donc c'est pour ça qu'elles ont vraiment vocation et qu'elles le sont progressivement intégrées à tous les autres plans politiques et stratégies du gouvernement et notamment du ministère de la Transition écologique. Le plan national d'adaptation au changement climatique qui va bientôt être déposé à consultation du public, qui aura un enjeu fort sur les solutions fondées sur la nature, le plan eau, le plan nature en ville, la stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte. Mais les SFN, c'est aussi un changement de paradigme vis-à-vis de notre relation à la nature. Il s'agit désormais de faire par et pour la nature et pas contre la nature. Et du coup, on attend beaucoup de ce PEPR en termes d'amélioration des connaissances, d'évaluation, de transfert et de formation des différents acteurs, comme vous l'avez rappelé, et notamment sur 3 sujets particuliers. Le fait d'objectiver l'efficacité technique et la performance des solutions par rapport au gain-net biodiversité, par rapport aux défis sociétals choisis, le coût global de ces solutions, actuelles et futures,
et les modèles et impacts socio-économiques, tout ça pour pouvoir les comparer à d'autres solutions. Et notamment, quand on parle d'adaptation, éviter la maladaptation. C'est extrêmement... du coup, c'est très attendu d'avoir les résultats. Alors, on sait que c'est un temps long, mais pour autant, il y a aussi beaucoup d'autres choses qui ont lieu sur les solutions Fondation Nature en France et qui sont menées pour vraiment massifier le recours aux solutions Fondation Nature sur toute la chaîne de valeur. Donc, il y aura bien sûr un enjeu fort du PEPR, mais vous l'avez évidemment bien en tête, de se coordonner avec d'autres initiatives, notamment les autres PEPR, One Water, Forest, Biodiversa qui a été cité tout à l'heure, mais également... d'autres enjeux, la mobilisation des acteurs et l'accompagnement des maîtres d'ouvrage et des gestionnaires. Donc c'est un petit peu en aval de ce que vous allez faire, mais un petit peu à la jointure aussi. Donc bien sûr le projet qui est cher à mon cœur, le Life Artisan, coordonné par l'OFB avec d'autres opérateurs, l'ADEME et le CEREMA, et on voit qu'on est vraiment en interdisciplinarité aussi au niveau des opérateurs de l'État, et je pense que c'est important de le souligner. Je vous invite au forum Artisan qui aura lieu le 10 et le 11 juin à Toulouse, co-organisé avec l'Agence de l'eau à Dour-Garonne. Et on vous invite aussi à aller voir tous ces retours d'expérience venus de nos sites pilotes, mais aussi de la remise des trophées artisans. Ce sera la 2e édition. Il y a bien sûr le projet Life Adapto porté par le Conservatoire du Littoral, le projet Adaptom en Outre-mer. Il ne faut pas oublier nos Outre-mer. Il y aura, mais j'imagine que c'est aussi un volet spécifique du PEPR, comme vous l'avez dit. Il y a d'autres projets, Nathalie, aussi avec l'OIO. Ça, c'est sur la partie mobilisation des acteurs. Après, il y a bien sûr un enjeu fort qui a été évoqué ce matin, c'est la structuration de la filière de l'ingénierie et du génie écologique. Et là, le ministère est en train de travailler avec cette filière à une nouvelle feuille de route sur cette filière qui va intégrer ces enjeux de solutions fondées sur la nature. Et puis, il y a un nouvel appel à projet pour le prix national aussi du génie écologique. Il ne faut pas oublier que tout ça, c'est financé par des opérateurs, mais je pense que ça a été bien rappelé aussi par la métropole du Grand Lyon, notamment l'agence de l'eau, enfin les agences de l'eau de manière générale, et l'Office français de la biodiversité en Outre-mer qui finance massivement ce type de projet, et notamment des projets qui ont été mis à l'honneur dans le cadre du plan eau. Des appels à projets du ministère, notamment sur le littoral, avec la gestion souple du trait de côte, qui sera lancée en avril 2024. Et puis, voilà, beaucoup d'initiatives du ministère et des opérateurs de l'État qui sont pleinement mobilisés à participer aux différentes instances du PEPR. Et donc, on est ravis et on attend avec impatience les différents résultats, Living Lab et centres d'expertise régionaux. Merci beaucoup. Merci Nathalie. Donc, nous avons maintenant une capsule vidéo, comme l'a dit Philippe, de Madame Sylvie Retailleau, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, que la régie va nous lancer incessamment sous peu. C'est parti. Mesdames et messieurs, chers collègues, je suis très heureuse de m'adresser à vous avec mon collègue Marc Fesneau pour le lancement de ce PEPR Solubiode de France 2030, même si je regrette de ne pas être présente à vos côtés pour cette journée qui s'annonce passionnante. Alors, ce PEPR, en effet, me tient particulièrement à cœur parce qu'il va renforcer les recherches françaises sur la biodiversité, déjà reconnue internationalement, et parce qu'il place la biodiversité comme un puissant vecteur de solutions pour réussir la transition écologique, grand défi de ce siècle. Si les ruptures technologiques, largement soutenues par France 2030, sont évidemment porteuses de solutions, pour atteindre nos objectifs de réduction d'émissions de gaz à effet de serre, il est primordial de développer des solutions fondées sur la nature pour atténuer les effets des changements globaux et offrir de nouveaux chemins de développement, y compris économiques, à notre société. Même si ces approches sont déjà prises en compte dans plusieurs autres PEPR en lien avec l'agriculture, en particulier sur l'agroécologie, l'agroforesterie, le biocontrôle, Solubiode est le seul à porter une approche conceptuelle basée sur une recherche interdisciplinaire visant au déploiement à grande échelle des solutions fondées sur la nature. Je tiens ici à saluer votre ambition scientifique pour développer, sur la base de recherches interdisciplinaires, des approches de protection, de restauration ou encore de gestion des écosystèmes permettant de relever efficacement des défis sociétaux comme la gestion des risques naturels, l'approvisionnement en eau ou encore la sécurité alimentaire qui auront des impacts positifs à la fois sur le plan social,
environnementale et économique. La participation de nombreuses universités à ce programme de recherche va aussi vous permettre de développer des modules de formation dédiés aux solutions fondées sur la nature pour en faciliter le déploiement et la mise en œuvre dans de nombreux secteurs d'activité. Il s'agit là d'une action importante, car la France doit mieux s'approprier ces approches qui nécessitent de sortir des clichés qui leur sont souvent associés. J'ai en tête les études scientifiques qui démontrent que les aires marines protégées permettent non seulement de créer des sanctuaires pour la reproduction d'espèces protégées, mais aussi de réensemencer les eaux qui les entourent et donc de renforcer les stocks de poissons pour la pêche. Cet exemple, un parmi tant d'autres, illustre bien l'importance de vos recherches pour lutter contre les idées préconçues qui sont des freins au déploiement de solutions efficaces pour la transition écologique. J'espère d'ailleurs que les résultats que vous allez obtenir vont permettre de poser les premières pierres pour de futurs programmes de recherche que pourront porter de nouvelles agences de programmes telles que celles sur le climat, biodiversité et société durable, pilotées par le CNRS, ou encore celles sur agriculture, alimentation durable, forêt et ressources naturelles associées, pilotées par l'INRAE. Je souhaite donc le meilleur à Solubiode. Notre attente est grande, mais je sais que votre motivation l'est tout autant, et je vous en remercie. Donc on va avoir maintenant la présentation de M. Marc Fesneau, ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, comme vous voulez, à la régie. Mesdames et messieurs, l'agriculture est en première ligne face au changement climatique et les acteurs de ce secteur déploient chaque jour des actions concrètes pour rendre leur production plus durable. Dans ce contexte, ils sont en attente de nouvelles solutions plus efficientes. C'est pourquoi les solutions basées sur la nature constituent une opportunité unique pour les agriculteurs de répondre à leurs impératifs tout en favorisant et restaurant la biodiversité qui leur est indispensable pour perpétuer leurs activités. Je regrette de ne pouvoir être avec vous aujourd'hui, mais je souhaite par ce message réaffirmer la place centrale de l'agriculture et de la foresterie dans la transition écologique. On peut citer par exemple la préservation et la plantation de haies, qui illustrent bien les stratégies vertueuses basées sur la nature. Les haies limitent les écarts de température dans les champs, favorisent la présence d'espèces pollinisatrices et régulatrices des ravageurs, freinent l'érosion des sols et le ruissellement des eaux polluées, stockent du carbone et donc atténuent le changement climatique tout en embellissant nos paysages. Elles permettent de rendre les exploitations plus résilientes face au changement climatique et de réduire leur dépendance aux produits phytopharmaceutiques. Pour ces raisons, je l'ai présenté le 2 mars à l'occasion du Salon de l'agriculture, 110 millions d'euros seront investis dans les haies en 2024 dans le cadre du pacte en faveur de la haie, avec notamment 94 millions d'euros pour accompagner la plantation de haies et leur gestion durable. C'est 4 fois plus que le budget de la mesure Plantons des haies de France Relance. Les solutions fondées sur la nature visent ainsi à reconcevoir de nos systèmes de culture pour qu'ils s'appuient sur des paysages complexes et diversifiés, plus résilients et résistants face au changement climatique, mais aussi face aux maladies. Ce changement profond de paradigme de la protection des cultures pourrait nous permettre de réduire considérablement notre besoin en produits phytopharmaceutiques. Pouvoir continuer de protéger les cultures de façon efficace est un des enjeux forts exprimés par nos agriculteurs. Pour mettre au point ces solutions, nous apportons des moyens conséquents à la recherche et à l'innovation. Ainsi, au-delà du PEPR dont nous célébrons aujourd'hui le lancement, nous engageons 42 millions d'euros dans le grand défi biocontrôle et biostimulants de France 2030 et 146 millions d'euros dans le plan Parsada afin de renforcer les partenariats entre les filières et la recherche et produire de nouvelles méthodes de protection des cultures. Plus que des moyens, c'est toute une stratégie de financement que nous déployons afin que la recherche et l'innovation puissent apporter des solutions complémentaires, certaines opérationnelles dès demain, d'autres plus ambitieuses, qui nous permettront d'être au rendez-vous des enjeux de ce siècle. Le PEPR Solubiode, c'est 44,2 millions d'euros investis sur 9 ans dans un programme dont je salue aujourd'hui la vision, car il réunit une grande diversité d'acteurs publics et privés afin d'intégrer dans son ADN non seulement l'expertise mondialement reconnue de nos chercheurs sur l'écologie et la biodiversité, mais aussi des enjeux sociologiques et économiques. Cette prise en compte au cœur de la recherche des contraintes économiques et sociales de nos filières est un facteur clé du transfert réussi vers les acteurs publics et privés. L'originalité de ce PEPR, ainsi que je l'ai dit, c'est donc d'avoir su faire participer les acteurs du privé à sa conception
et intégrer leurs besoins concrets au cœur de chacun des axes. Ce changement pour un domaine d'habitude largement laissé à la recherche fondamentale et au secteur public est l'occasion d'associer nos entreprises françaises sur le temps long. Pour conclure, je tiens à souligner qu'une fois de plus, l'INRAE se positionne au cœur des grands enjeux de la recherche et de l'innovation, au service des transitions agricoles, notamment en tant que coordinateur de ce PEPR, mais également du PEPR agroécologie numérique, du PEPR sélection végétale avancée, mais aussi en tant que partie prenante du grand défi du biocontrôle, de la biostimulation et du plan Parsada. Tous ces dispositifs visent à mieux mobiliser les capacités du vivant pour conduire les transitions. Et elles avanceront de concert. Je remercie et accorde à nouveau toute ma confiance à l'INRAE, coordinateur du projet aux côtés du CNRS, et le lien avec la communauté scientifique nationale sur le sujet. Je vous remercie tous pour votre engagement et forme le vœu que ce PEPR soit le début d'une dynamique nouvelle pour la préservation de la biodiversité et de notre souveraineté. D'accord. Et j'invite maintenant Bruno Bonnel, on revient au live, donc secrétaire général à l'investissement en charge de France 2030, à prendre la parole. Bonjour, mesdames et messieurs. Comme on dit en vos grades et qualités, je salue bien sûr tous les membres du CNRS et de l'INRAE, qui notamment les présidents qui sont devant moi. Je suis content d'être là à plusieurs titres, évidemment. Le premier, c'est que je suis un peu le national de l'étape, ou le régional de l'étape en national. Et ça me fait tellement plaisir de venir lancer ce PEPR dans ma ville avec beaucoup de fierté. La deuxième chose, c'est que je connais très bien le quartier de la Confluence. Je voudrais quand même saluer la vision aussi de Gérard Collomb quand il a, avec toutes les équipes d'alors, pensé ce renouveau, cette renaissance. Et je vois que les équipes d'aujourd'hui ont poursuivi et même renforcé cette vision. Donc chapeau à cette continuité qui fait une des caractéristiques d'ailleurs de notre ville. Cet équilibre dans la vision, même si parfois on a en bon lyonnais des bonnes engueulades. Mais revenons au PEPR. Ce PEPR, il est important de mon point de vue. Bon, et on a parlé de son ampleur économique, on a parlé effectivement de l'implication, de l'importance qu'il avait. Mais au-delà de ça, il est significatif de quelque chose de plus profond que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui. France 2030, c'est 54 milliards au service de l'innovation. 54 milliards dont, par la loi, 50% doit être consacré à la diminution de l'empreinte carbone et évidemment, la totalité ne doit être consacrée à aucune dégradation de cette empreinte. Quand on le dit comme ça, ce sont des gros chiffres, c'est sympa dans les journaux, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Ça veut dire qu'il y a effectivement un certain nombre d'actions assez majeures de décarbonation industrielle, par exemple, quand on décide de fermer des hauts fourneaux dans le nord de la France qui représentent près de 1% des émissions nationales de CO2 pour les transformer dans des systèmes à base d'électricité décarbonée pour fabriquer de l'acier vert, on fait un grand pas en avant. Quand on décide de fabriquer souvent des nouvelles méthodes, encore une fois, du minerai de fer, forme de DRI, comme on l'appelle, à Fos-sur-Mer, avec de l'électricité verte, on fait aussi de la décarbonation et c'est massif. Quand on décide finalement d'investir dans une réinvention de l'industrie, je crois qu'on est sur la bonne voie. Mais derrière ça, il y a quelque chose de beaucoup plus important que peut-être on ne dit pas assez souvent, et je voudrais profiter de cette tribune pour le dire ici, c'est que France 2030, c'est une conviction que la vie gagne sur l'inerte. Je vais essayer de vous expliquer ce que ça veut dire. Dans la grande histoire de la science, si vous réfléchissez un peu bêtement, j'allais dire comme je le fais moi, n'étant pas aussi scientifique que la plupart d'entre vous, finalement, les solutions fondées sur la nature sont la base de la science. On a toujours regardé la nature, on a toujours cherché soit à limiter, soit à en tirer des bénéfices pour soigner, pour améliorer notre quotidien, pour bâtir. En fait, on a toujours regardé la nature et l'homme a fabriqué sa science au cours des siècles autour de la nature. Est arrivé, finalement, il y a peu de temps, après au siècle des Lumières, une espèce de science qui a été basée sur autre chose. On s'est dit finalement, si on réduit, si on broie, si on réduit tout ça, on revient à une forme, ouvrez les guillemets, atomique de la nature. Et donc finalement, partons à la racine et fabriquons à partir de l'inerte plein de nouvelles choses. Et donc on a été chercher effectivement
dans le minéral, de la chimie, dans des dégradations de la nature que sont le pétrole ou le charbon, de l'énergie. Et on en mesure, 2 siècles après, dans cette grande parenthèse de la révolution industrielle, on en mesure des conséquences qui, effectivement, sont des impacts qui, aujourd'hui, sociétalement parlant, sont particulièrement difficiles. On déduit effectivement la pollution, l'empreinte carbone, le CO2, etc., etc. Et en fait, ce qu'on fait dans France 2030, et je m'en suis rendu compte à la lecture en préparant mon intervention ici, c'est qu'en fait, on revient beaucoup à une nouvelle forme de science. C'est la réutilisation de la vie, la réutilisation de la nature pour des nouvelles productions. Quand on raisonne biomasse, par exemple, on ne va pas chercher une dégradation de végétaux sous forme de charbon ou de pétrole, mais on utilise au contraire la dynamique de la biomasse, la dynamique de la nature qui va capter du CO2 dans l'air pour produire des nouvelles énergies. Quand on raisonne bioproduction, on ne fabrique plus des médicaments à partir de molécules chimiques, mais on cherche à travailler avec des corps vivants, des bactéries, des enzymes et autres choses, pour fabriquer des nouveaux médicaments. Quand on raisonne également bioproduction, on fait la même chose pour fabriquer, par exemple, des nouveaux phytos pour éviter la traditionnelle pharmacopée qui dégrade nos sols et sur lequel, justement, il y a une réflexion à avoir. Et si on continue ce raisonnement, on s'aperçoit, en fait, je voudrais aussi citer Carbios, que c'est sur notre région, c'est à Clermont-Ferrand, on utilise des enzymes pour dégrader des plastiques, pour en faire des monomères, afin de faire des nouveaux carburants et d'éviter justement de dégrader encore plus avec les plastiques notre nature. Donc vous voyez que cette réflexion que je voulais partager avec vous aujourd'hui, en fait là on a un renouveau scientifique qui est en train de se passer. Et ce renouveau scientifique, il est intéressant parce que on retourne finalement à des origines qui sont relativement instinctives chez l'homme, qui ont été des cultures un peu séculaires, la pharmacopée des plantes, l'utilisation du bois, pourquoi pas, pour faire des feux de cheminée. On revient à des choses qui sont relativement séculaires, mais on y rajoute cette couche extraordinairement scientifique que vous représentez devant moi. Et si vous croisez ça avec une nouvelle donnée, qui est notre bouleversement du monde, qui est le numérique et l'intelligence artificielle, une des raisons pour laquelle on avait un peu baissé les bras sur la nature, c'est que la complexité des données qu'elle représente était très très complexe à gérer. Je vous citerai la météo. La météo, par exemple, on le sait tous, nécessite des calculs extrêmement sophistiqués pour être précise. Mais on pourrait citer de la même manière des analyses complexes d'images satellitaires pour comprendre mieux le monde ou l'agriculture, pour faire des prévisions, pour faire de l'anticipation dans le monde que nous vivons aujourd'hui. Ça nécessite énormément de données. Donc aujourd'hui, nous avons finalement le meilleur des deux mondes. On a une réflexion sur le fait que finalement, en repuisant dans nos racines séculaires scientifiques, que sont justement les solutions apportées par la nature, et en utilisant l'intelligence artificielle pour gérer les quantités astronomiques de données que nous apporte cette observation et ces expériences que nous pouvons faire avec la nature, on a certainement un boulevard scientifique qui s'ouvre devant nous, et de la valeur ajoutée, et en plus un sens dans la bonne direction de la qualité de vie. Donc moi, je voulais un peu partager ça avec vous, parce que je trouvais que c'était intéressant, dans ce cadre de ce PEPR, de vous montrer qu'il est un élément, pour France 2030, d'un grand tout. Et pour ceux qui auront l'occasion d'aller sur france2030.gouv.fr, vous verrez qu'il y a énormément de ces fameux appels à projets qu'Antoine Petit apprécie autant qu'il déteste. Mais c'est notre complicité. Il y a énormément de choses qui sont justement orientées vers ces solutions apportées par la nature, même si elles ne sont pas aussi clairement exprimées que dans ce PEPR-là. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Vous dire qu'il ne faut pas regarder simplement les chiffres, il ne faut pas regarder simplement une espèce de technosolution du monde. Il faut regarder derrière ça ce mouvement sociétal profond qui est que justement, ce n'est pas la question de la bataille du toujours plus contre le encore moins. Ce n'est pas ça là, le débat sociétal. Le vrai débat, c'est être ensemble pour le beaucoup mieux. Et je pense que c'est toute l'essence de France 2030 d'essayer d'utiliser la puissance scientifique que vous représentez
pour justement sentir des directions. Et quand j'entends parler de quête de sens, d'abandon du progrès, de démotivation des jeunes à aller s'inscrire dans les universités, et c'est une réalité. Nous finançons pour plus de 2 milliards de nouvelles formations scientifiques. Dans certaines, on ne remplit même pas 40%. Même pas 40%. Et je ne parle pas du problème de la féminisation des études scientifiques. Et bien là, en se disant finalement on va utiliser la vie pour améliorer la vie, on a peut-être une piste de réflexion collective qui vaut le coup. Et en tout cas, France 2030 sera là pour les financer. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci à tous. Merci Bruno Bonnel. Nous arrivons pratiquement à la fin de cette séquence inaugurale. Je vais inviter Dominique Joly du CNRS à venir sur scène, puisque vous l'avez compris, et ça a été redit par les intervenants, un PEPR, ce sont des appels d'à projets, mais c'est aussi des projets ciblés, des projets stratégiques, comme l'a présenté Martine. Et donc nous avons la chance d'avoir avec nous Dominique, qui va nous présenter le premier projet stratégique, projet ciblé de ce PEPR, sur les laboratoires vivants, aussi appelés Living Labs. À toi, Dominique. Bonjour, merci. Bonjour, mesdames et messieurs, en vos grades et qualités, chers et chers collègues. Alors après donc la précédente intervention de grande prise de hauteur sur la recherche et effectivement l'incorporation du vivant dans nos trajectoires de vie, moi je vais vous présenter quelque chose d'un peu plus opérationnel, donc sur ce projet effectivement de réseau de Living Lab dans le cadre donc du PEPR Solubiode. Alors, ce projet ciblé, comme on dit dans le jargon des PEPR, il a pour objet, en fait, de promouvoir la co-construction. Ça, on l'a déjà dit, mais c'est effectivement quelque chose qui est très important dans cette approche de ce programme, donc de co-construction de solutions fondées sur la nature entre scientifiques, mais aussi entre différentes parties prenantes, gestionnaires ou décideurs politiques, afin donc d'étudier et d'évaluer ces solutions fondées sur la nature, à la fois de façon systémique, mais aussi tout en répondant à des problématiques des acteurs locaux et donc au niveau du territoire. En effet, donc, ces Living Labs sont focalisés sur des enjeux portés par la société et par des activités de recherche en action avec cette société et qui sont territorialisées, donc, comme on l'a vu au cours de la matinée. Ils mettent donc en œuvre des collaborations entre le monde académique et le monde non académique, et à toutes les étapes de ce processus de co-construction, que ce soit pour la définition des priorités de mise en œuvre des actions, pour effectivement leur mise en œuvre opérationnelle, ou encore, et on l'a souligné ce matin, pour l'évaluation de ces solutions, et ainsi que donc leur transfert sous des formes variées selon le public auquel cela s'adresse, à la fois des résultats, mais aussi, bien sûr, d'outils d'aide à la décision. Ainsi, donc, les Living Labs du PEPR Solubiode sont véritablement des lieux d'essai et d'expérimentation en conditions réelles. On tient beaucoup à cette approche de conditions réelles sur donc, les solutions fondées sur la nature, avec donc là aussi pour objectif de favoriser la co-création de cette innovation entre les différents acteurs du territoire. Donc, les attendus de cette co-construction sont de capitaliser sur la diversité des approches qui sont développées dans chacun des Living Labs, à la fois pour tirer parti d'une éventuelle réplicabilité de ces solutions, mais aussi promouvoir le changement d'échelle et donc renforcer la dissémination de ces pratiques, et c'est bien l'objet d'un PEPR à dimension nationale. Alors, dans la littérature scientifique, ces Living Labs ont été récemment reconnus comme étant effectivement des approches bien adaptées à la conception et à la mise en œuvre de l'évaluation de ces solutions fondées sur la nature pour des changements transformatifs. Ainsi, il constitue un outil permettant d'établir la preuve de concept du fonctionnement et de l'efficacité de ces solutions, afin de mieux comprendre leurs co-bénéfices, évidemment pour la biodiversité, mais aussi pour les sociétés, et aussi, bien sûr, d'en estimer leur coût, qui n'est pas un des moindres aspects. Donc, le PEPR Solubiode soutient de tels dispositifs pour transformer en profondeur les pratiques de la recherche et de l'innovation en France. Alors, comme vous pouvez le voir donc, sur la carte qui est affichée derrière moi, ces Living Labs sont répartis sur l'ensemble du territoire français, donc y compris
à l'outre-mer. Et ils sont orientés, comme ça a été dit tout à l'heure par Martine et Thierry, autour de 4 grandes priorités d'innovation choisies pour leur potentiel en termes d'activité de recherche et surtout de développement. Donc les milieux côtiers, avec tous les enjeux que l'on connaît sur l'évolution du trait de côte, les aires protégées, avec ce qui a été dit précédemment sur leur impact en termes effectivement de ressources pour d'autres sites adjacents, les milieux urbains, dont on a vu ce matin donc les pressions et les impacts à la fois sur les questions de biodiversité et d'humains, et puis les milieux agricoles pour lesquels vous connaissez tous les enjeux qui existent aujourd'hui. Alors, il s'agira par exemple, donc autour de ce réseau de Living Lab, de travailler avec les agriculteurs et les viticulteurs afin d'identifier comment et quelles solutions fondées sur la nature peuvent être des outils et des stratégies efficaces pour une transformation durable, d'identifier et de qualifier quels sont les avantages et les coûts de ces solutions fondées sur la nature pour la planification urbaine, la biodiversité et les citoyens, d'évaluer et d'élaborer les mesures de gestion des risques naturels ainsi que de la santé et du bien-être des populations locales, autour par exemple donc de l'érosion et de l'élévation du niveau de la mer, tant dans les milieux tropicaux, en Guyane par exemple, ou Polynésie, qu'en milieu méditerranéen. Alors, la vie du réseau sera centrée autour de grandes questions d'animation et de partage de concepts, de capitalisation d'expériences et de bonnes pratiques. Il sera aussi question de développement de recherche-action entre Living Lab, donc cet aspect optimisation finalement de la recherche de chacun pour le bénéfice de tous, et de production pour les gestionnaires et les décideurs. Une meilleure visibilité de ces actions permettra aussi d'irriguer d'autres consortiums et projets de SFN au-delà du PEPR, comme ça a été dit, et d'en favoriser son rayonnement national. Donc aussi, ce réseau est amené à s'étoffer, il fera l'objet, donc, comme ça a été dit, d'un appel à projet en 2027, pour soutenir de nouvelles actions et la création de nouveaux Living Labs. Alors, je ne vais pas aller plus loin, donc une présentation plus détaillée des programmes et des plans d'action de ces 11 Living Labs dont vous avez les posters affichés dans les salles à côté, où vous pourrez échanger avec les porteurs de ces Living Labs, donc est accessible. Et puis, tout à l'heure, après le déjeuner, donc, il va y avoir 3 présentations orales de chacun de ces Living Labs. Donc, je vous encourage vivement à échanger au cours de cette période de déjeuner avec les porteurs qui sont là, avec évidemment les responsables du PEPR, et puis avec toutes les personnes qui sont là, nos collègues des organismes de recherche, des universités, et puis évidemment les décideurs et élus politiques qui sont ici aujourd'hui. Voilà, je n'en dis pas plus, donc le déjeuner va être servi à côté. Pour ceux qui sont en distanciel, on se donne rendez-vous à 13h30, donc pour la présentation orale des 3 Living Labs. Et en attendant, donc, je vous souhaite un bon moment d'échange avec l'ensemble des acteurs présents aujourd'hui. Merci à vous. Merci Dominique.